Papa s'est moqué de moi en pleine figure. Tu ne mettras jamais un pied dans nos complexes touristiques. J'ai appelé la sécurité et j'ai annulé son accès VIP. Ce soir-là, sa carte d'accès a clignoté en rouge. Je m'appelle Déborah et à 35 ans j'ai construit un empire hôtelier que la plupart des gens dans l'industrie envieraient, mais ma propre famille n'a jamais vu mon potentiel. Je me souviens encore être debout devant notre hôtel familial, en entendant mon père rire à mon visage en disant « Tu ne mettras jamais un pied dans nos complexes touristiques ». Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'étais déjà propriétaire de toute la chaîne, y compris du même sol sur lequel il se tenait. Avant de vous raconter ce qui s'est passé après, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires et abonnez-vous pour écouter plus d'histoires sur comment rester fort. J'ai grandi à Chicago, dans une famille dont l'identité était profondément liée au métier de l'hôtellerie. Mes parents, Thomas et Margaret, possédaient et géraient un modeste hôtel 3 étoiles avec 50 chambres près du centre-ville. Le « Chicago paradisien », comme on l'appelait, était dans notre famille depuis 2 générations et mon père avait clairement dit dès le début que mon frère aîné, Patrick, serait celui qui continuerait l'héritage. Notre maison se trouvait au dernier étage de l'hôtel, donc mes premiers souvenirs sont remplis du bruit des valises roulant dans les couloirs, de l'odeur des draps propres et du bourdonnement constant des machines à laver industrielles au sous-sol. Alors que les autres enfants allaient en colonie de vacances, mes étés je les passais à aider le personnel de ménage à faire les lits, à assister à la réception pendant les heures les plus chargées et à faire des courses pour l'équipe de maintenance. Un hôtel est comme un organisme vivant, disait mon père à Patrick pendant leur promenade quotidienne dans la propriété. Tu dois écouter les battements de son cœur, sentir son pouls. Je marchais derrière eux, impatiente d'apprendre, mais mon père reconnaissait rarement ma présence pendant ses leçons. Quand je posais des questions, il me tapotait la tête et disait « Ça, c'est une discussion d'affaires, Déborah. Pourquoi n'aides-tu pas ta mère avec les fleurs dans le hall ?» À 12 ans, je pouvais déjà gérer efficacement les opérations de la réception, régler les plaintes des clients et même équilibrer les reçus quotidiens. Mais chaque fois que je montrais mes capacités, mon père trouvait quelque chose à critiquer. Le client de la chambre 304 a dit que tu as pris trop de temps pour l'enregistrement, ou tu as donné notre meilleure suite alors qu'on aurait pu la vendre plus cher demain. Patrick, 3 ans plus vieux que moi, ne recevait que des compliments pour les mêmes tâches. Tu as l'instinct, mon fils, disait papa avec fierté en posant une main sur l'épaule de Patrick. Tu comprends ce qu'il faut pour diriger une affaire ? Ma mère était plus gentille, mais pas plus soutenante envers mon intérêt pour le métier hôtelier. Déborah, ma chérie, tu es tellement bonne avec les gens, disait-elle. Peut-être que tu devrais plutôt penser à être professeur ou infirmière. Le message caché était clair, le métier d'hôtel n'était pas pour les femmes, surtout pas pour moi. Malgré ce découragement constant, ma passion pour l'hôtellerie ne faisait que grandir. J'ai commencé à remarquer des choses que mon père et mon frère ne voyaient pas. Des clients qui préféraient le petit déjeuner en chambre à des heures précises, des voyageurs d'affaires qui avaient besoin de meilleure lumière sur le bureau, et le vieux système de réservation qui causait des retards inutiles. J'ai commencé à tenir un cahier d'idées pour des améliorations, des changements qui pouvaient améliorer l'expérience des clients et augmenter les revenus. À 16 ans, j'ai pris mon courage et j'ai présenté mes idées pendant une réunion du personnel. J'avais préparé une présentation détaillée sur comment moderniser notre présence en ligne, mettre en place un programme de fidélité et rénover le vieux hall d'entrée. Mon père a écouté en silence avec une expression indéchiffrable. Quand j'ai fini, la salle est restée silencieuse. Puis il a ri. Pas un petit rire, mais un rire moqueur qui a résonné dans la petite salle de réunion. Le site web et carte de fidélité. Ça, c'est juste du décor, Déborah. Les hôtels, c'est des chambres propres et un service correct, pas des trucs de marketing sophistiqués. Le personnel s'est déplacé mal à l'aise sur ses sièges. Patrick a souri avec suffisance. Mes joues brûlaient de honte pendant que je ramassais mes notes et sortais de la salle. Ce soir-là, j'ai pleuré sur mon oreiller, pas de tristesse mais de frustration. Je savais que mes idées étaient solides. Je savais que le métier hôtelier changeait et qu'on devait changer avec lui. Cette même année, notre hôtel a affronté sa première grande crise financière. Un nouvel hôtel de luxe a ouvert à seulement 3 rues de distance avec des services modernes et des prix agressifs en ligne. Notre taux d'occupation a baissé de 30% en 2 mois. J'ai vu mon père refuser obstinément de baisser nos prix ou d'investir dans des améliorations. Nous offrons de la valeur et de la tradition, insistait-il pendant les dîners de famille tendus. Ces nouveaux endroits, c'est tout du luxe sans contenu. Nos clients fidèles reviendront.
Mais ils ne sont pas revenus, en tout cas pas assez nombreux. J'ai proposé d'utiliser une partie de notre fonds d'urgence pour rénover les chambres les plus vieilles, mais mon père a rejeté l'idée immédiatement. On ne va pas gaspiller de l'argent dans des changements inutiles. On va survivre à cette tempête comme toujours, en coupant les dépenses et en travaillant plus dur. La partie couper les dépenses a signifié licencier 3 employés de longue date et réduire la qualité de notre petit déjeuner gratuit. La partie travailler plus dur a signifié plus d'heures pour tout le monde, moi comprise. Je passais mes week-ends et mes soirées après l'école à travailler à la réception, souvent jusqu'à minuit, puis je me levais à 5 heures du matin pour aider à préparer le petit déjeuner avant d'aller à l'école. Patrick, pendant ce temps, recevait plus de responsabilités de gestion. Il a mis en place ses propres mesures d'économie, comme passer à des produits de nettoyage moins chers qui laissaient les chambres avec une odeur de produits chimiques, et réduire la fréquence de changement des draps pour les longs séjours. Les plaintes des clients ont augmenté, mais mon père a blâmé l'économie, pas nos standards de service en baisse. Par miracle, ou peut-être grâce à une convention qui a apporté du travail pendant 3 mois d'affilée, l'hôtel a survécu à cette crise financière. Mon père a vu cela comme une confirmation de sa méthode traditionnelle. Moi, je l'ai vu comme une opportunité perdue d'évoluer. Au lycée, j'ai continué à travailler à l'hôtel tout en gardant de très bonnes notes. Je me suis inscrite au club de business et j'ai concentré mes études sur la comptabilité, le marketing et l'informatique. J'ai postulé dans des universités avec de bons programmes d'hôtellerie, décidé à apprendre ce que ma famille refusait de m'enseigner. Le jour où ma lettre d'acceptation de l'école de gestion hôtelière de l'université de Cornell est arrivée, c'était à la fois le jour le plus heureux et le plus stressant de ma jeune vie. Pendant le dîner de ce soir-là, j'ai annoncé mes projets d'aller à l'un des programmes d'hôtellerie les plus prestigieux du pays. Mon père a posé sa fourchette et m'a fixé. « Et comment comptes-tu payer pour cette éducation sophistiquée ? » « J'ai une bourse », ai-je répondu en essayant de garder ma voix ferme. « Et je travaillerai à temps partiel. J'économise de l'argent depuis des années. » « Tout cet argent et ce temps gaspillé, » soupira-t-il en secouant la tête. « Alors que tu pourrais être ici en train d'apprendre le vrai métier. » Depuis zéro. À la manière réelle. « Mais tu ne m'as jamais laissé apprendre le vrai métier, » ai-je dit, ma voix finissant par se briser. « Tu ne m'as jamais prise au sérieux. » « Parce que ce n'est pas un jeu, Déborah, » cracha-t-il. « Ceci est notre subsistance, notre héritage. » Patrick comprend ça. Toi, tu veux juste jouer à l'hôtel avec des diplômes sophistiqués et de grandes idées. Ma mère a pris ma main sous la table, un geste silencieux de réconfort, mais elle n'a rien dit pour contredire mon père. Patrick observait l'échange avec une expression de suffisance, sûr de sa position comme héritier choisi. Ce soir-là, j'ai pris une décision qui allait changer le cours de ma vie. J'irai à Cornell, j'excellerai dans mes études et un jour je construirai un empire hôtelier qui ferait paraître le Chicago paradisin comme l'établissement vieilli et mal géré qu'il devenait. Pas par vengeance, mais parce que j'aimais vraiment le métier de l'hôtellerie et que je savais que je pouvais le faire mieux. 2 mois plus tard, j'ai fait mes valises et je suis parti pour New York. Ma mère a pleuré à l'aéroport. Mon père m'a donné une étreinte raide et m'a rappelé qu'il y aurait toujours un poste à la réception si mes grands plans échouaient. Patrick n'est même pas venu me dire au revoir. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la fille timide et sous-estimée qu'ils avaient ignorée pendant des années allait commencer un voyage qui allait finalement fermer la boucle de leur entreprise familiale d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. L'université de Cornell, c'était comme entrer dans un autre monde. Pour la première fois, j'étais entouré de personnes qui partageaient ma passion pour l'hôtellerie et qui prenaient mes idées au sérieux. Mes professeurs ont reconnu mon expérience pratique et m'ont encouragé à la combiner avec une pensée innovante. Pendant les discussions en classe sur la gestion hôtelière, je me retrouvais souvent à utiliser des exemples réels du Chicago paradisin, parfois comme des cas de ce qu'il ne fallait pas faire. Pour couvrir les dépenses que ma bourse partielle ne payait pas, je travaillais 20 heures par semaine au Statler, l'hôtel-école de l'université. Contrairement à chez moi, mes superviseurs valorisaient mon opinion et me donnaient toujours plus de responsabilités. Dès ma 2e année, je formais de nouveaux étudiants employés et je participais à des réunions de gestion. Pendant ma 3e année, j'ai obtenu un poste convoité le week-end à l'Atna, un hôtel 5 étoiles au centre d'Issek. C'est là que j'ai rencontré Eleanor Thompson, la directrice générale qui allait devenir ma première vraie mentor. À son âge, Eleanor était montée du service de ménage jusqu'à diriger un des hôtels de luxe indépendants les plus réussis de la région. « Je me vois en toi, Déborah », m'a-t-elle dit un soir en révisant les rapports d'occupation du week-end.
L'intelligente, observatrice, est constamment sous-estimée parce que tu es une femme dans ce métier. Eleanor m'a prise sous son aile, m'invitant à des réunions avec des fournisseurs, m'enseignant la planification budgétaire et me montrant comment gérer des situations difficiles avec les clients comme avec le personnel. Elle m'a présenté des contacts dans l'industrie et m'a recommandé pour un stage d'été avec l'Axir Prestige, une des principales chaînes hôtelières du pays. Ce stage d'été à Manhattan m'a ouvert des portes dont je n'avais jamais soupçonné l'existence. L'approche de l'Axir Prestige envers l'hôtellerie était à des années-lumière des méthodes vieillies de ma famille. Ils utilisaient l'analyse de données pour prédire les habitudes de réservation, des recherches psychologiques pour concevoir des expériences pour les clients, et ils investissaient beaucoup dans la formation et la fidélisation du personnel. Je travaillais 80 heures par semaine, absorbant tout ce que je pouvais, impressionnant mes supérieurs par ma dévotion et ma rapidité d'apprentissage. À la fin du stage, le directeur régional m'a appelé dans son bureau. « Tu as un talent naturel pour ce métier », a-t-il dit. « Nous aimerions t'intégrer dans notre programme de formation pour manager après ta graduation. » J'ai appelé à la maison ce soir-là, débordante d'émotions. Ma mère a répondu et j'ai entendu la fierté dans sa voix pendant que je partageais mes nouvelles. Puis mon père a pris le téléphone. « Donc tu vas travailler pour la concurrence au lieu de ta propre famille, dit-il sèchement. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Papa, c'est une opportunité incroyable, ai-je essayé d'expliquer. Je peux apprendre tellement de choses et ramener ce savoir pour aider notre hôtel. Nous n'avons pas besoin de tes idées corporatives sophistiquées, a interrompu Patrick. Je fais un bon travail, en modernisant les choses à ma manière, de la bonne manière. Plus tard, j'ai appris que, moderniser, signifiait que Patrick avait convaincu mon père d'investir dans une enseigne digitale et de nouvelles couvertures de lit, tout en continuant à utiliser le même vieux système de réservation et en ignorant les avis en ligne qui se plaignaient de l'odeur de moisissure dans les couloirs. Quand je suis retourné à Cornell pour ma dernière année, je me suis plongé dans mes études avec une détermination renouvelée. Je suis sorti diplômé summa cum laude et j'ai accepté le poste avec l'Axir Prestige à New York. Le salaire de départ était plus que ce que mon père avait jamais payé à un de ses managers et le programme de formation était reconnu dans l'industrie. Ma première année à New York a été un tourbillon d'apprentissage et de progrès. J'ai tourné dans tous les départements, du ménage au marketing en passant par la gestion des revenus. J'ai travaillé directement avec les clients et, dans les coulisses, j'ai appris sur les relations avec les investisseurs et les stratégies d'expansion. À la fin de cette année, j'ai été promue directrice adjointe dans une de leurs propriétés phares sur Parka Avenue. Dans mon nouveau rôle, j'ai mis en place plusieurs initiatives qui ont augmenté les notes de satisfaction des clients et boosté les revenus. J'ai créé un processus d'enregistrement personnalisé pour les clients réguliers, qui a ensuite été adopté par toutes les propriétés de l'Axir Prestige à l'échelle nationale. Mes idées n'étaient pas seulement écoutées, elles étaient valorisées et mises en place. J'appelais la maison chaque mois pour essayer de garder un lien avec ma famille. Ma mère semblait toujours contente d'avoir de mes nouvelles, me demandant ma vie à New York et partageant de petites choses de la maison. Mon père prenait brièvement le téléphone, me demandant quand j'allais revenir à la raison et retourner à Chicago. Patrick me parlait rarement. Pendant ma deuxième année à New York, je suis rentré pour Thanksgiving. Le Chicago paradisien paraissait exactement pareil, sauf peut-être un peu plus usé. Les meubles du hall montraient des signes de vieillesse, les tapis étaient décolorés et l'ordinateur de la réception utilisait toujours le même vieux logiciel. Pendant le dîner, j'ai essayé de partager quelques idées de mon travail, des suggestions qui pouvaient aider l'hôtel familial sans exiger de gros investissements. Patrick a rejeté immédiatement chaque idée. Nous n'avons pas besoin de chouchouter les clients avec tous ces détails supplémentaires, dit-il avec mépris. Notre modèle marche bien comme il est. Vraiment, ai-je demandé doucement. Et quel est votre taux d'occupation en ce moment? Un silence gênant est tombé sur la table. Finalement, mon père s'est éclairci la gorge. Nous restons stables autour de 65%. Le standard de l'industrie pour un hôtel performant dans notre catégorie et notre emplacement devait être au moins 80%. J'ai compris que l'hôtel avait des difficultés, mais ma famille était trop fière pour l'admettre ou accepter de l'aide. Après cette visite, mes appels à la maison sont devenus moins fréquents. C'était trop douloureux de voir à distance l'entreprise que j'aimais décliner lentement à cause de l'entêtement et des pratiques dépassées. Pendant ce temps, ma carrière continuait de fleurir. Pour mon 26e anniversaire, j'avais été promue directrice générale de la propriété de Parka Avenue, devenant l'une des plus jeunes directrices générales de l'histoire de la compagnie. L'hôtel, sous ma gestion,
a vu une augmentation de 15% des revenus et a reçu de nombreux prix de l'industrie pour innovation et satisfaction des clients. Je suis apparu dans Hospitality Montlake comme une étoile montante et j'ai été invité à parler dans des conférences de l'industrie. Mon salaire et mes primes m'ont permis d'accumuler des économies importantes et j'ai commencé à rêver de quelque chose de plus grand, mon propre hôtel. Un soir, pendant un dîner avec Eleanor Thompson, qui depuis s'était installée à New York pour superviser une collection d'hôtels boutiques, j'ai partagé ma vision. Je veux créer quelque chose de différent, lui ai-je dit. Un hôtel qui combine l'efficacité et l'approche basée sur les données des grandes chaînes avec la touche personnelle et le caractère d'une propriété familiale. Mais je ne sais pas si je suis prête à faire ce saut. Eleanor a tendu la main au-dessus de la table et a serré la mienne. Déborah, tu es prête depuis des années. La seule question est, est-ce que tu es assez courageuse pour parier sur toi-même, comme moi je parierais sur toi les yeux fermés? Cette conversation a été le déclencheur dont j'avais besoin. Le lendemain, j'ai commencé à rechercher des propriétés, à développer un plan d'affaires et à explorer des options de financement. À 27 ans, avec 7 ans d'expérience dans l'industrie mais un capital personnel limité, je savais que j'allais rencontrer des défis. Mais pour la première fois de ma vie, je savais aussi, sans aucun doute, que j'étais capable de les surmonter. Ce que je ne savais pas alors, c'est que mon chemin pour construire mon propre empire hôtelier allait finalement me ramener là où tout avait commencé, avec une confrontation qui allait tout changer. Obtenir un financement pour mon premier hôtel a été encore plus difficile que ce que j'avais anticipé. Malgré mon CV impressionnant et mon plan d'affaires détaillé, la plupart des banques et investisseurs hésitaient à soutenir un projet aussi ambitieux mené par une femme de 27 ans. « Votre concept est intéressant », m'a dit un investisseur après avoir lu ma proposition. « Mais peut-être devriez-vous viser quelque chose de plus petit pour une première entreprise indépendante. Un bed et breakfast, peut-être. » Un autre a suggéré que je trouve un associé avec plus d'expérience pour donner de la crédibilité au projet, de préférence un associé homme. Je suis sorti de cette réunion furieuse, mais plus décidé que jamais. Après 26 refus, j'ai enfin rencontré Richard, un cadre hôtelier retraité qui avait fait fortune en développant des hôtels de gamme moyenne dans les années 80 et 90. Contrairement aux autres, Richard s'est concentré sur mes idées et mon expérience, pas sur mon âge ou mon genre. L'industrie est en train de changer, a-t-il dit après notre réunion de 3 heures. Le club des vieux amis est en train de disparaître, et le futur appartient aux innovateurs qui comprennent ce que les voyageurs modernes veulent vraiment. Je crois que vous êtes l'une de ces innovatrices. Avec le soutien de Richard et mes économies de toute une vie, j'ai obtenu une propriété à Brooklyn qui avait été auparavant un petit hôtel peu performant. L'emplacement était excellent, proche des transports publics et dans un quartier en plein essor, mais le bâtiment avait besoin de rénovations importantes. Je l'ai renommé de Emerson, en l'honneur de mon poète préféré, et j'ai développé un concept qui allait devenir la base de mon futur empire. Un hôtel boutique qui offrait des services de luxe à prix abordable, avec la technologie servant à améliorer et non remplacer la touche humaine de l'hospitalité. La rénovation a duré 8 mois, pendant lesquels j'ai supervisé chaque détail, des meubles faits sur mesure aux produits de bain d'origine locale. J'ai embauché du personnel qui partageait ma vision de l'hospitalité comme une forme d'art et je les ai formés moi-même. J'ai développé un logiciel interne qui nous permettait de suivre les préférences des clients et d'anticiper leurs besoins sans être intrusif. De Emerson a ouvert sans grande publicité, mais a rapidement attiré l'attention grâce aux bouche-à-oreille et aux réseaux sociaux. Notre approche a touché les voyageurs fatigués des hôtels de chaîne impersonnels comme des propriétés trop chères de type B&B. En 6 mois, nous avions un taux d'occupation de 90%, bien au-dessus de la moyenne de l'industrie, surtout pour une nouvelle propriété. Les blogs de voyage nous ont présentés comme un joyau caché et un tournant dans l'hôtellerie urbaine. Les magazines ont demandé des interviews sur notre approche unique. Les voyageurs d'affaires sont devenus des clients réguliers, louant notre technologie fluide et notre service attentif. Les voyageurs plus jeunes ont apprécié nos pratiques durables et nos liens avec la communauté locale. Pendant tout ce temps, je n'ai jamais mentionné mon succès à ma famille. Nos conversations téléphoniques s'étaient réduites à de brefs appels aux anniversaires et aux fêtes, et je n'avais pas visité Chicago depuis plus de 2 ans. Ma mère me demandait parfois des nouvelles de mon travail à l'hôtel à New York, et je répondais vaguement que les choses allaient bien. J'attendais de prouver ma valeur au-delà de tout doute avant de partager ce que j'avais accompli. Avec le succès de Emerson, les investisseurs qui m'avaient autrefois refusé venaient maintenant avec des offres de financement pour l'expansion. Richard m'a conseillé d'avancer prudemment pour s'assurer que chaque nouvelle propriété garde la même qualité et la même vision.
2 ans après l'ouverture de Emerson, j'ai acquis une deuxième propriété à Boston, puis 6 mois plus tard une troisième à Philadelphie. Chaque nouvel hôtel suivait le modèle de Emerson, mais avec des éléments uniques reflétant la culture et l'architecture locale. J'ai nommé la propriété de Boston de Taureau et celle de Philadelphie de Franklin, continuant le thème littéraire et historique américain. Au fur et à mesure que ma petite collection d'hôtels grandissait, j'ai officialisé la structure de l'entreprise en créant Elegant Hotel Group comme société mère. J'ai réuni une équipe centrale de professionnels de l'hôtellerie qui partageaient ma vision, dont beaucoup avaient travaillé avec moi chez Laxir Prestige. J'ai instauré la participation aux bénéfices pour tous les employés, du personnel de ménage aux managers, afin que chacun ait une part dans notre succès. Pour mon 30e anniversaire, Elegant Hotel Group gérait 10 propriétés le long de la côte est, chacune rentable et très bien notée. Les publications spécialisées ont commencé à nous appeler le groupe d'hôtels de luxe indépendant à la croissance la plus rapide et le nouveau standard du luxe accessible. J'ai été invité à donner des discours principaux dans des conférences d'hôtellerie et consulté par de grandes chaînes intéressées par notre approche de l'expérience client. Pendant toute cette période de croissance, j'ai gardé un profil personnel bas. Dans les médias, je préférais mettre en avant nos propriétés et notre équipe plutôt que moi-même. J'utilisais le nom de l'entreprise plutôt que le mien dans les affaires dès que c'était possible. C'était en partie une décision stratégique pour centrer l'attention sur la marque et non sur la fondatrice, mais cela signifiait aussi que les nouvelles de mon succès restaient largement inconnues de ma famille. Ma vie professionnelle soigneusement construite était totalement séparée de mon histoire familiale. Aucun de mes employés ou contacts de l'industrie ne savait pour le Chicago paradisien ni pour mes racines dans une affaire hôtelière familiale. J'avais construit quelque chose d'entièrement à moi, depuis zéro, exactement comme j'en avais rêvé en quittant Chicago. Ce que je ne savais pas, c'est que ces deux mondes, que je gardais si soigneusement séparés, allaient bientôt entrer en collision d'une façon que je n'aurais jamais pu prévoir. 8 ans après avoir quitté Chicago, j'ai reçu un appel inattendu de ma mère. C'était inhabituel qu'elle appelle en pleine semaine et sa voix sonnait tendue quand j'ai répondu. « Déborah, comment vas-tu, ma chérie ?» demanda-t-elle avec une joie forcée. « Je vais bien, maman. Est-ce que tout va bien là-bas ?» Il y eut une pause, puis un soupir. « Eh bien, pas exactement. L'hôtel a quelques difficultés. » Pendant les 20 minutes suivantes, ma mère m'a révélé ce que je soupçonnais depuis longtemps. Le Chicago paradisien était en grave difficulté financière. Le taux d'occupation était tombé en dessous de 40%. Ils avaient hypothéqué la propriété 2 fois pour couvrir les coûts de fonctionnement. 3 mois plus tôt, ils avaient manqué un paiement de prêt pour la première fois dans l'histoire de l'hôtel. « Ton père ne sait pas que je t'appelle, Admiel. » Lui et Patrick sont encore très fiers. « Mais je suis inquiète, Déborah. Cet hôtel est notre maison, notre gagne-pain. Ton père a 67 ans maintenant, trop vieux pour recommencer si on perd tout. » Et Patrick, demandai-je. Je pensais qu'il gérait les choses. Une autre pause. Patrick a pris certaines décisions qui n'ont pas bien marché. Il a investi beaucoup d'argent dans la rénovation du restaurant avec un chef célèbre qui est parti après 3 mois. Il a aussi contracté des prêts pour une extension du spa qui n'a jamais attiré la clientèle qu'il espérait. Après avoir raccroché, je suis resté assise à mon bureau en regardant l'horizon de Manhattan. Mon premier instinct fut de réserver immédiatement un vol pour Chicago afin d'offrir de l'aide, des conseils, de l'argent, tout ce qu'ils avaient besoin. Mais je savais que mon père et mon frère rejetteraient toute aide directe de ma part. Leur fierté ne leur permettrait pas d'admettre qu'ils s'étaient trompés, que le métier de l'hôtellerie avait changé exactement comme je l'avais prédit des années plus tôt. Je devais trouver une autre façon d'aider, une manière qui préserverait leur dignité tout en sauvant l'entreprise à laquelle ils avaient consacré leur vie. Après une semaine de réflexion, j'ai élaboré un plan. Elegant Hotel Group ferait une offre pour acquérir le Chicago paradisien à travers une société holding, avec moi comme investisseuse principale anonyme. Nous offririons un prix juste, largement au-dessus de ce que valait vraiment la propriété en difficulté sur le papier, et inclurions des clauses pour garder tout le personnel actuel. J'ai contacté un avocat respecté de l'immobilier à Chicago, sans aucun lien préalable avec ma famille ou mon entreprise, pour qu'il agisse comme intermédiaire. Je l'ai informé en détail de la situation, mais je lui ai fait jurer de garder mon identité secrète. Pour ma famille, l'offre viendrait d'un groupe d'investissement hôtelier intéressé à s'étendre sur le marché de Chicago. 2 semaines plus tard, mon avocat a rencontré mon père et Patrick. Il leur a présenté notre offre, un prix d'achat 30% au-dessus de la valeur du marché,
l'emploi garanti pour tout le personnel actuel pendant au moins 1 an et la possibilité pour mes parents de garder leur appartement pendant 5 ans sans payer de loyer. Mon père s'est montré d'abord méfiant et résistant, d'après le rapport de mon avocat. Cet hôtel est dans notre famille depuis 2 générations, avait-il dit. Nous n'allons pas vendre à une corporation sans visage. Mais la réalité financière était impossible à ignorer. Ils avaient 3 mois de retard sur les paiements du prêt. La saisie devenait une possibilité réelle. Après une semaine de délibération et, comme je l'ai appris plus tard, plusieurs disputes entre mon père et Patrick, ils ont accepté de se revoir pour discuter des conditions. La deuxième réunion incluait le représentant de leur banque, qui a été clair, sans une intervention financière importante, ils allaient perdre l'hôtel complètement dans quelques mois. Confronté à cette dure réalité, mon père a accepté à contre-cœur la vente avec une condition supplémentaire, il voulait rester impliqué comme consultant pendant la période de transition. J'ai approuvé cette condition immédiatement, sachant que ça l'aiderait à sauver les apparences et à faciliter la transition. Les documents ont été rédigés et 60 jours plus tard, Elegant Hotel Group a officiellement acquis le Chicago Paradise Inn. Pendant tout ce processus, je suis resté à distance et anonyme. J'ai supervisé les démarches à travers mon avocat et mon équipe financière, mais je ne suis pas allé à Chicago et je ne me suis pas impliqué directement. L'acquisition a été traitée comme toute autre transaction commerciale, avec une diligence complète et une courtoisie professionnelle. Ce que mon équipe a découvert pendant l'analyse fut pire que ce que je craignais. En plus du Chicago Paradise Inn, mon père et mon frère avaient acquis 3 petites propriétés dans des États voisins pendant la dernière décennie, toutes en difficulté et très endettées. Elles avaient été financées en grande partie en mettant en garantie l'hôtel original, mettant toute la petite chaîne en danger d'effondrement. J'ai décidé d'acquérir les 4 propriétés, de restructurer la dette et de les mettre sous le parapluie de Elegant Hotel Group. C'était un engagement financier important, poussant nos ressources plus loin que ce que j'aurais voulu, mais je ne pouvais pas supporter l'idée que ma famille perde tout ce pour quoi ils avaient travaillé. Mon plan était de rénover et rebrander les 4 hôtels, en commençant progressivement par les plus petites propriétés et en gardant le Chicago Paradise Inn pour la fin. Cela donnerait le temps à mon équipe d'évaluer chaque lieu en détail et de développer des concepts adaptés qui respecteraient l'histoire des propriétés tout en les modernisant pour répondre aux demandes du marché actuel. Pendant la phase d'acquisition et de planification, je continuais de diriger Elegant Hotel Group depuis New York, participant à des conférences téléphoniques quotidiennes avec mon équipe de Chicago, mais sans jamais révéler mon lien avec les propriétés. Pour mon personnel, c'était simplement une autre expansion stratégique dans le Midwest. 6 mois après l'acquisition, la rénovation des 2 premières petites propriétés était terminée et elles ont rouvert sous de nouveaux noms comme partie de Elegant Hotel Group. Les avis des clients étaient extrêmement positifs et les taux d'occupation augmentaient régulièrement. La 3e propriété a suivi 3 mois plus tard avec le même succès. Enfin, il était temps de s'occuper du Chicago Paradise Inn, la propriété qui avait façonné mon enfance et lancé ma carrière dans l'hôtellerie, même si ma famille n'aurait jamais pu le prévoir. Je voulais que sa transformation soit spéciale, une vitrine de tout ce que j'avais appris et accompli en 10 ans depuis mon départ. J'ai approuvé un plan de rénovation complet qui préserverait le caractère historique du bâtiment tout en modernisant entièrement l'infrastructure et les services pour les clients. Le budget était généreux, le calendrier ambitieux. J'ai choisi personnellement l'équipe de design et les entrepreneurs, j'ai revu chaque détail des plans et j'ai supervisé les progrès grâce à des photos quotidiennes et des appels vidéo. À mesure que la rénovation approchait de la fin, j'ai dû prendre une décision, devais-je me révéler comme la nouvelle propriétaire avant ou pendant la grande réouverture ? Après beaucoup de réflexion, j'ai décidé que la célébration de la réouverture serait le moment parfait pour boucler la boucle de mon voyage. J'inviterai ma famille comme invité d'honneur et, devant mes collègues de l'industrie et la presse, je sortirai enfin de derrière l'identité corporative que j'avais construite et je revendiquerai mon histoire personnelle. Je n'avais pas d'illusion que cette révélation guérirait immédiatement les blessures de ma famille. Mais j'espérais que voir ce que j'avais accompli, comment j'avais sauvé et transformé l'entreprise qu'ils aimaient, pourrait commencer un processus de réconciliation. Au minimum, cela les obligerait enfin à reconnaître le succès que j'avais atteint selon mes propres termes. Avec cette décision prise, j'ai réservé un vol pour Chicago pour la première fois en année, prête à affronter mon passé et à révéler la vérité que j'avais gardée si longtemps cachée. L'hôtel rénové, désormais rebaptisé de Sandberg en accord avec mon thème littéraire de Chicago, était presque méconnaissable comparé à la vieille propriété fatiguée que ma famille avait peiné à maintenir. Le hall présentait un immense atrium avec un lustre en cristal personnalisé inspiré du lac Michigan. Les chambres combinaient technologie moderne et éléments architecturaux classiques de Chicago.
Le restaurant, dirigé par un chef local respecté, mettait en avant une cuisine régionale avec une touche contemporaine. Pour la grande réouverture, nous avions invité des leaders d'affaires locaux, des représentants de l'industrie du voyage, des influenceurs des réseaux sociaux et la presse. J'avais signé personnellement l'invitation envoyée à ma famille. Même si elle venait de la direction d'Elegant Hotel Group et non directement de moi, ils étaient désignés comme invités VIP spéciaux avec accès à toutes les zones de la célébration. Je suis arrivé à Chicago 3 jours avant l'événement, logeant incognito dans un autre hôtel pendant que je supervisais les préparatifs finaux. Le matin de la réouverture, j'ai visité la propriété tôt, marchant dans chaque espace et remerciant le personnel pour son dur travail. Beaucoup étaient des employés d'origine qui étaient restés pendant la transition, même s'ils ne connaissaient pas encore mon lien avec les anciens propriétaires. À 18h30 ce soir-là, les invités commencèrent à arriver pour la réception avec champagne et la visite de la propriété. J'ai observé depuis un bureau privé pendant que le hall se remplissait de l'élite économique de Chicago, de fonctionnaires du tourisme et de représentants des médias. Et puis, enfin, je les ai vus. Mon père, paraissant plus vieux et plus fragile que dans mon souvenir. Ma mère, élégante dans une robe bleue probablement achetée spécialement pour l'occasion. Patrick, toujours avec cet air de supériorité, et une femme que je supposais être sa femme, que je n'avais jamais rencontrée. Ils furent accueillis par le directeur général, à qui j'avais révélé ce matin-là ma relation avec eux, mais qui avait juré de garder le secret jusqu'à l'annonce officielle. Il les conduisit au salon VIP, où ils attendraient le début du programme officiel. À 19h15, j'ai pris une profonde inspiration et je suis monté sur la petite scène installée dans le hall. La salle devint silencieuse alors que je m'approchais du micro. Bonsoir et merci à tous de nous accompagner pour célébrer la nouvelle addition à la famille d'Elegant Hotel Group. J'ai commencé à balayer la foule du regard jusqu'à trouver ma famille près du fond de la salle. Ils observaient avec intérêt et politesse, sans me reconnaître au début, avec mon costume sur mesure et mes cheveux coiffés différemment de tout ce qu'ils avaient connu. Le bâtiment où nous nous trouvons aujourd'hui possède une riche histoire dans l'hôtellerie de Chicago, une histoire que je connais intimement. Voyez-vous, j'ai grandi dans cet hôtel. Un murmure parcourut la foule. J'ai vu l'instant précis où la reconnaissance apparut sur le visage de mon père, son expression passant d'une attention polie à l'émotion. Mon nom est Deborah Marsal, fondatrice et directrice générale d'Elegant Hotel Group. Mais pour les anciens propriétaires de cette propriété, je n'étais que Deborah, la fille qui a quitté la maison pour poursuivre un rêve dans l'hôtellerie. La salle était maintenant totalement silencieuse. Ma mère avait la main pressée contre sa bouche. Patrick murmurait furieusement à sa femme. J'ai continué mon discours en décrivant brièvement la croissance d'Elegant Hotel Group et notre vision pour de Sanverg comme notre propriété phare dans le Midwest. J'ai remercié le personnel qui était resté pendant la transition et j'ai salué les équipes de design et de construction. Pendant tout mon discours, j'ai gardé un ton professionnel et positif, sans mentionner les tensions familiales ni les problèmes financiers qui avaient précédé l'acquisition. Je vous invite tous à explorer la propriété, à savourer les créations culinaires de notre chef exécutif et à découvrir par vous-même la combinaison de l'hospitalité classique de Chicago et du luxe moderne qui définit de Sanverg. Merci. Les applaudissements furent enthousiastes, mais je les entendis à peine. Mes yeux étaient fixés sur ma famille. Mon père était devenu pâle. Patrick paraissait en colère. Ma mère semblait au bord des larmes. En descendant de la scène, je fus immédiatement entouré de soutien et de journalistes posant des questions sur mon lien personnel avec la propriété. J'ai répondu brièvement et poliment, expliquant que ma famille avait été propriétaire de l'hôtel pendant de nombreuses années et que l'intégrer à la collection d'Elegant Hotel Group était un moment spécial qui bouclait la boucle de ma carrière. Pendant tout ce temps, je sentais que ma famille restait figée au bord de la foule, observant. Après une vingtaine de minutes à discuter, le directeur général s'est approché discrètement. Votre famille a demandé à vous parler en privé, dit-il. Je les ai installés dans la suite présidentielle pour plus d'intimité. J'ai hoché la tête, pris un moment pour me calmer et je suis monté dans l'ascenseur. C'était la confrontation que j'avais anticipée et redoutée pendant des mois. Quand je suis entré dans la suite, ma famille se tenait en groupe maladroit près des fenêtres donnant sur la vue de Chicago. Personne n'a parlé pendant que je fermais la porte derrière moi. Finalement, mon père a brisé le silence. Alors, c'était ton plan depuis le début? Nous humilier publiquement. Non, papa, ai-je dit calmement. Mon plan était de sauver l'entreprise que tu as construite avant que tu ne perdes tout. En agissant dans notre dos, en faisant semblant d'être une corporation anonyme,
interrompit Patrick, le visage rouge de colère. Auriez-vous accepté mon aide si je l'avais offerte directement, ai-je demandé. Auriez-vous admis à quel point la situation était grave? La mâchoire de mon père s'est crispée. Mais tu n'avais pas le droit d'interférer. C'était notre affaire, notre héritage. Un héritage que vous étiez à 2 doigts de perdre à cause d'une saisie, ai-je souligné. J'ai payé largement au-dessus du prix du marché pour les 4 propriétés. J'ai gardé chacun des employés. J'ai même veillé à ce que vous puissiez conserver votre logement. Alors, nous devrions être reconnaissants, se moqua mon père. Reconnaissant que ma propre fille se présente comme une sauveuse pour s'emparer de ce que nous avons construit. Ce que tu as construit, et que Patrick a presque détruit, ai-je dit, perdant enfin mon calme. Sais-tu combien de dettes tu avais accumulées? Te rends-tu compte que tu étais à 3 mois de tout perdre? Patrick fit un pas en avant en me pointant du doigt. Tu te crois maligne avec ta chaîne d'hôtels de luxe et ton succès, mais tu nous as volé notre héritage familial. Tu as profité d'une situation difficile. J'ai sauvé notre héritage familial, l'ai-je corrigé. Je l'ai préservé et amélioré. Tout ce que j'ai appris sur l'hôtellerie a commencé dans ce bâtiment, avec cette entreprise. Peut-être que j'ai construit ma carrière ailleurs, mais je n'ai jamais oublié d'où je viens. Ma mère, qui était restée silencieuse jusque-là, toucha doucement le bras de mon père. Thomas, peut-être que nous devrions écouter ce que Déborah a à dire. L'hôtel est magnifique maintenant, mieux qu'il ne l'a été depuis des années. Il écarta sa main d'un geste brusque. Ce n'est plus notre hôtel, c'est le sien. Il se tourna vers moi, le visage durci. Peut-être que tu es propriétaire du bâtiment, Déborah, mais tu ne comprendras jamais ce que cet endroit signifiait vraiment pour nous, et tu ne seras jamais la bienvenue ici comme famille. Ces mots m'ont frappé comme un coup physique. Après tout ce que j'avais accompli, après les avoir littéralement sauvés de la ruine financière, mon père n'était toujours pas prêt à reconnaître mon succès ou à accepter mon aide. C'est notre complexe maintenant, continua-t-il, sa voix montant. À nous, pas à toi. Tu ne mettras jamais un pied dans nos complexes touristiques. Je suis resté là un moment, sans voix, face à l'ironie de sa déclaration. Il réclamait la propriété de biens qu'il avait déjà vendus légalement, debout dans une suite qu'il n'avait plus le droit d'occuper, disant à la véritable propriétaire qu'elle ne serait jamais la bienvenue. Patrick profita de mon silence. Nous devrions la poursuivre en justice pour fausse déclaration, dit-il à mon père. Elle a caché délibérément son identité pendant l'achat. Ça doit être illégal. C'est alors que j'ai compris que je devais poser des limites claires. Il ne s'agissait plus de réconciliation familiale, mais de protéger mon entreprise et les employés qui dépendaient de moi. La vente a été complètement légale et transparente, ai-je dit, ma voix redevenue ferme. Chaque document a été vérifié par vos avocats. Il n'y avait aucune obligation légale pour que je révèle mon identité personnelle comme investisseuse. Je me suis dirigé vers la porte, puis je me suis retourné pour les affronter. J'espérais que voir ce que j'ai accompli finirait par vous rendre fier ou au moins vous ferait reconnaître que j'avais raison sur mes capacités et ma compréhension de ce métier. Mais clairement je me suis trompé là-dessus. J'ai regardé mon père droit dans les yeux. Vous êtes les bienvenus à rester dans votre appartement, comme prévu dans le contrat. Mais cette suite, comme le reste de l'hôtel, appartient maintenant à Elegant Hotel Group, et j'attends de vous que vous traitiez notre personnel et notre propriété avec respect. Avec ça, je suis sorti de la suite en fermant doucement la porte derrière moi. J'ai réussi à garder mon calme jusqu'à ce que j'arrive dans mon bureau privé, où je me suis enfin permis un moment de deuil pour la réconciliation familiale qui semblait désormais impossible. Plus tard dans la soirée, pendant que la célébration continuait et que les invités louaient la transformation de l'hôtel, j'ai observé de loin mon père et Patrick quitter l'hôtel avec des visages sombres. Ma mère est restée un peu plus longtemps, regardant autour d'elle comme si elle me cherchait, mais elle a fini par les suivre. J'avais gagné la bataille commerciale de façon décisive. Le Chicago paradisien, désormais de 100 vergues, était à moi, sauvé du bord de l'effondrement financier et transformé en une propriété vitrine. Mais dans le processus, j'avais confirmé ce que je soupçonnais depuis longtemps, mon père ne m'accepterait jamais comme une hôtelière accomplie à part entière. Il ne reconnaîtrait jamais que sa fille non seulement avait égalé, mais avait largement dépassé ses propres réalisations dans l'industrie. Cette nuit-là, seul dans ma chambre d'hôtel de l'autre côté de la ville, j'ai pris une décision difficile. Si mon père et mon frère ne pouvaient pas respecter les limites et accepter la nouvelle réalité, alors je devrais moi-même faire respecter ces limites.
Même si cela devait abîmer encore plus notre relation déjà tendue. Le matin suivant la grande réouverture, je me suis réuni avec mon équipe de sécurité et le directeur général de Sanvergue. Je leur ai expliqué franchement la situation, mon père et mon frère étaient les anciens propriétaires, mais ils avaient réagi avec hostilité à la révélation de mon identité. Même s'ils gardaient le droit de vivre dans leur appartement privé, comme prévu dans notre accord, leur accès VIP au service de l'hôtel était une courtoisie, pas une obligation contractuelle. Avec effet immédiat, s'il vous plaît, désactivez les cartes d'accès VIP émises à Thomas et Patrick Marshall. Ma mère, Margaret, peut garder son accès. Les informer aussi tout le personnel que les anciens propriétaires n'ont plus d'autorité pour donner des ordres ou annuler les règles de l'hôtel. Le directeur général a acquiescé, même si je pouvais voir qu'il était mal à l'aise avec la situation. Et s'il pose problème avec ce changement, alors contactez la sécurité de l'hôtel si nécessaire, ou même la police locale, ai-je dit fermement. Ceci est une entreprise, et nous maintiendrons des standards professionnels de conduite pour tout le monde, y compris les anciens propriétaires. Après la réunion, j'ai encore parcouru la propriété, parlant au personnel et réglant les petits problèmes apparus pendant l'événement d'ouverture. Tout le monde était de très bonne humeur. La célébration avait été un énorme succès avec des critiques enthousiastes des médias et des invités de l'industrie. La seule ombre restait la situation avec ma famille, que je gardais pour moi autant que possible. Cet après-midi-là, alors que je travaillais tard dans le bureau de direction, mon téléphone a sonné. C'était la chef de réception, avec une voix tendue. Mademoiselle Marshall, désolé de vous déranger, mais votre père et votre frère sont à la réception. Ils ont essayé d'entrer dans le salon exécutif et leurs cartes ont été refusées. Ils sont assez contrariés. Je descends tout de suite, ai-je dit en respirant profondément pour me recentrer. Quand je suis arrivé dans le hall, j'ai trouvé mon père dans une dispute animée avec la réceptionniste, sa voix résonnant sur le sol en marbre. C'est ridicule. J'ai possédé cet hôtel pendant 30 ans. Comment osez-vous me dire que je ne peux pas entrer dans le salon? Patrick se tenait à côté de lui, les bras croisés, pendant que plusieurs clients observaient la scène avec gêne. C'était exactement la situation que je voulais éviter, une confrontation publique qui pourrait nuire à la réputation de l'hôtel dès son 2e jour d'activité. Papa, ai-je dit calmement en m'approchant. Parlons-en en privé, s'il te plaît. Il se tourna vers moi, le visage rouge de colère. C'est toi qui as fait ça, qui as annulé notre accès? Oui, c'est moi, ai-je confirmé, gardant une voix basse et ferme. Après votre comportement d'hier soir, j'ai trouvé approprié de clarifier les limites. Nous pouvons en discuter dans mon bureau, pas dans le hall devant les clients. Nous n'avons rien à discuter, cracha-t-il. C'est notre hôtel et nous irons où bon nous semble. Un agent de sécurité s'était approché discrètement, alerté par la réception. J'ai hoché légèrement la tête pour reconnaître sa présence, mais j'espérais qu'il n'aurait pas besoin d'intervenir. Papa, ce n'est plus ton hôtel, ai-je dit fermement. Tu l'as vendu à Elegant Hotel Group. Tu as gardé le droit à ta résidence privée, que nous respectons, mais les espaces publics de l'hôtel sont maintenant sous ma direction. Patrick fit un pas en avant. Voilà comment tu traites la famille, en nous humiliant en public. J'essaie d'éviter l'humiliation publique en demandant qu'on parle en privé, ai-je souligné. Ce sont vous qui êtes en train de créer une scène dans le hall. Le visage de mon père s'assombrit encore. Je n'ai pas besoin de demander la permission pour entrer dans des parties de mon propre hôtel. J'exige de parler au vrai directeur, pas à ma fille ingrate qui croit tout savoir mieux que les autres. C'est alors que j'ai compris que je devais prendre position, pas seulement pour moi, mais pour chaque employé qui assistait à cette scène et se demandait qui dirigeait réellement. Sécurité, ai-je appelé, et l'agent s'est immédiatement avancé. Veuillez raccompagner Monsieur Marshall et son fils dans leur résidence. Ils sont les bienvenus dans leur appartement privé, mais ils ne sont plus autorisés à accéder aux espaces opérationnels de l'hôtel ni aux installations exécutives. Mon père m'a regardé avec incrédulité. Tu ferais ça? Me faire expulser? Ton propre père? Je ferai expulser n'importe qui cause un désordre dans mon hôtel, ai-je répondu calmement. Famille ou pas? L'agent de sécurité s'approcha respectueusement. Monsieur, si vous voulez bien m'accompagner. Pendant un instant, j'ai cru que mon père allait refuser, créer une scène encore plus embarrassante. Mais quelque chose dans mon expression a dû montrer ma détermination absolue, car après un silence tendu, il s'est retourné et a marché vers les ascenseurs,
Patrick le suivant à contre-cœur. En les voyant partir, j'ai remarqué plusieurs clients qui avaient observé l'échange. Je me suis approché d'eux avec un sourire professionnel. Je vous prie de nous excuser pour le dérangement. Nous réglons quelques problèmes de transition avec l'ancienne direction. Puis-je vous offrir des boissons gratuites dans notre salon pour compenser la gêne? Les clients semblèrent rassurés et la crise potentielle de relations publiques fut évitée, mais je savais que ce n'était pas la fin du conflit avec ma famille. Plus tard dans la soirée, ma mère m'appela. Sa voix tremblait. Déborah, ton père est furieux. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Je suis désolé, maman, répondis-je sincèrement, mais il ne m'a laissé aucun choix. Il ne peut pas se comporter ainsi dans un environnement professionnel. Il se sent trahi, dit-elle. Nous avons tous été choqués par la révélation. Mais ton père, cet hôtel était l'œuvre de sa vie. Que tu en aies pris la direction, même si tu l'as sauvé de la ruine, c'est humiliant pour lui. Je soupirai en sentant le poids de la situation. Maman, je comprends ça, mais je n'ai pas pris la direction par vengeance ou pour l'humilier. Je l'ai fait pour préserver ce qu'il avait construit, ce que notre famille avait construit. Pourquoi ne peut-il pas le voir? Un long silence suivit avant qu'elle ne réponde. Ton père a toujours été un homme fier, Déborah. Trop fier, parfois. Et tu l'as surpassé en tout, ce qui est difficile à accepter pour un homme comme lui, surtout venant de sa fille. Après avoir raccroché, je réfléchis à ses paroles. Ma mère avait toujours été coincée au milieu, sans jamais contredire directement mon père, mais parfois elle glissait de petites vérités sur son caractère, des reconnaissances subtiles de ses défauts. C'était le plus près qu'elle avait jamais été de prendre mon parti. Le lendemain matin, je l'invitai à me rejoindre dans mon bureau à l'hôtel. Elle arriva nerveuse, jetant des regards autour d'elle comme si elle craignait d'être vue. Ton père ne sait pas que je suis ici, admit-elle en s'asseyant. Il nous a interdit à tous de te parler. Au lieu de répondre directement à cette inquiétante déclaration, je lui fis visiter toute la propriété rénovée, expliquant les améliorations, la technologie, la stratégie marketing. Je lui montrai les projections financières, les réservations déjà confirmées pour les mois à venir, les critiques positives reçues. C'est extraordinaire, Déborah, dit-elle en terminant la visite dans mon bureau. Je n'avais aucune idée. D'après ce que ton père disait de ta carrière, je pensais que tu travaillais seulement dans une chaîne d'hôtels, pas que tu avais bâti tout ça. J'ai essayé de te le dire, répondis-je doucement. J'ai envoyé des articles, des prix, des informations sur chaque nouvelle propriété. Tu n'en as jamais vu? Elle baissa les yeux vers ses mains. Ton père interceptait le courrier que tu envoyais. Quand tu appelais et essayais de parler de ton travail, il refusait d'écouter. Il ne voulait pas entendre parler de ton succès parce que ça lui rappelait ses propres échecs. Cette révélation me laissa choqué. Toutes ces années à croire que ma famille se fichait de mes réussites, alors qu'en réalité mon père les cachait activement. Maman, il faut que tu comprennes quelque chose, dis-je en prenant ses mains dans les miennes. Je n'ai pas fait tout ça pour lui prouver qu'il avait tort ou pour le dépasser. Je l'ai fait parce que j'aime ce métier, cette industrie. Tout ce que je sais sur l'hospitalité a commencé ici, dans ce bâtiment, en vous regardant travailler toi et papa. Les larmes emplirent ses yeux. J'ai toujours su que tu avais un talent particulier pour ça. La façon dont tu remarquais les détails, dont tu retenais les préférences des clients, dont tu voyais les opportunités d'amélioration. Mais ton père ne voyait que Patrick comme son successeur, parce qu'il ferait les choses exactement comme lui les avait toujours faites. Et c'est pour ça que l'affaire a failli échouer, murmurai-je. Parce que l'industrie a changé et qu'ils ont refusé de changer avec elle. Elle acquiesça lentement. Maintenant je le vois. Et je crois qu'au fond, ton père le voit aussi. C'est pour ça qu'il est tellement en colère. Pas seulement parce que tu as pris la direction, mais parce que tu avais raison depuis le début. Durant les semaines suivantes, je me concentrais sur la stabilisation des opérations de Sanverg et me préparais à rentrer à New York. Ma mère et moi nous vîmes plusieurs fois, reconstruisant notre relation pendant qu'elle apprenait enfin à connaître ma carrière et mes réussites, sans le filtre de mon père. Elle commença à partager ses propres histoires de ses débuts dans l'hôtellerie, des idées et des expériences qu'elle n'avait jamais pu exprimer quand mon père dominait toutes les conversations. Patrick, de son côté, consulta des avocats pour voir s'il pouvait contester la vente des hôtels. Comme je m'y attendais, ils lui confirmèrent que la transaction était totalement légale. Elegant Hotel Group n'avait rien caché d'important pendant la vente.
Mon identité personnelle comme investisseuse n'était pas une divulgation légalement requise. Non découragé par cette réalité, Patrick lança tout de même une plainte pour fraude et coercition. L'affaire fut rapidement rejetée par le tribunal, mais pas sans générer une publicité indésirable. Plusieurs magazines de l'industrie publièrent des articles sur le drame familial derrière l'acquisition, m'obligeant à aborder la situation plus publiquement que je ne l'avais prévu. Je diffusai une simple déclaration. L'Elegant Hotel Group a acquis ses propriétés à travers une transaction commerciale standard, à un prix supérieur à celui du marché, préservant les emplois et améliorant les propriétés au bénéfice des employés, des clients et des communautés que nous servons. Bien que j'ai un lien personnel avec la propriété originale de Chicago comme membre de la famille fondatrice, toutes les transactions ont été réalisées avec le plus grand professionnalisme et transparence. Cette déclaration fut suffisante pour calmer l'intérêt des médias, mais le dommage à mes relations familiales semblait irréparable. Mon père refusa tout contact. Patrick, humilié par son procès raté, partit en Floride avec sa femme pour ouvrir un restaurant, quittant l'hôtellerie pour de bon. Seule ma mère resta en contact avec moi, devenant progressivement plus indépendante et plus affirmée dans l'expression de ses opinions. Pendant que De Sanverg s'imposait comme l'un des hôtels les plus importants de Chicago, remportant des prix et attirant une clientèle fidèle, je me concentrais sur le développement d'Elegant Hotel Group. À l'échelle nationale, nous ouvrîmes de nouvelles propriétés à San Francisco, Seattle et Austin, chacune respectant nos valeurs de base, luxe accessible et services personnalisés. 3 ans après l'acquisition et la confrontation, Elegant Hotel Group avait grandi pour atteindre 30 propriétés aux États-Unis, avec des projets d'expansion internationale. Le petit hôtel familial où j'avais grandi était devenu la base de quelque chose de bien plus grand et réussi que ce que mon père ou mon frère n'avaient jamais imaginé. Même si le coût personnel avait été élevé, j'avais prouvé, au-delà de tout doute, ce que j'avais toujours su, que je comprenais le métier de l'hôtellerie, que j'avais la vision et la détermination pour réussir dans une industrie compétitive, et que je pouvais bâtir quelque chose de remarquable selon mes propres termes. Ce que je ne savais pas encore, c'était s'il restait un chemin possible pour guérir les blessures familiales aggravées par notre confrontation. 3 ans après la réouverture dramatique de Sanverg, j'étais assise dans mon bureau d'angle au 40e étage de notre siège social à New York, révisant les plans d'expansion pour nos premières propriétés européennes. Elegant Hotel Group exploitait désormais 30 hôtels à travers les États-Unis, employait plus de 3000 personnes et était reconnu comme l'un des groupes hôteliers indépendants les plus innovants et prospères de l'industrie. Le téléphone de mon bureau sonna et la voix de mon assistante retentit dans le haut-parleur. « Votre mère est ici pour vous voir. » Ma mère était devenue peu à peu une visiteuse régulière de nos différentes propriétés. Après des décennies passées dans l'ombre de mon père, elle avait découvert une passion pour les opérations hôtelières qu'on ne lui avait jamais permis de développer. À 70 ans, elle avait commencé une seconde carrière inattendue comme conseillère honoraire dans notre programme de formation, partageant son expérience de vie en hôtellerie avec les nouveaux employés. « Faites-la entrer, s'il vous plaît », répondis-je en souriant tandis que ma mère entrait dans le bureau. « La propriété de Londres a l'air merveilleuse », dit-elle en montrant les rendus architecturaux étalés sur mon bureau. « Ton père aurait été très impressionné par tout ce que tu as accompli avec cette entreprise. » Je haussai un sourcil à la mention de mon père, un sujet que nous évitions généralement. « Vraiment ? Je pense qu'il trouverait encore quelque chose à critiquer. » Ma mère s'assit en face de moi, l'air sérieux. « Déborah, il y a quelque chose que je dois te dire. Ton père a été diagnostiqué avec une insuffisance cardiaque congestive. Les médecins disent qu'il ne lui reste peut-être qu'1 an ou 2. La nouvelle me frappa plus fort que je ne l'aurais cru. Malgré tout, malgré le rejet et les paroles dures, c'était toujours mon père. Je suis désolé d'apprendre ça. Comment le prend-il ? Aussi obstinément qu'il fait tout, soupira-t-elle. Mais il demande après toi. Pas directement, bien sûr. Il voit un article sur Elegant Hotel dans une revue et fait un commentaire. Ou il tombe sur un reportage à ton sujet à la télé et il le regarde en entier, même s'il prétend ne pas être intéressé. Je m'adossai à ma chaise, réfléchissant à ces informations. Que suggères-tu, maman ? Que je le contacte ? La dernière fois que nous avons parlé, il m'a dit que je ne serais jamais la bienvenue dans son hôtel, alors que j'en étais la propriétaire. Je sais, admit-elle, et je n'excuse pas son comportement ni son orgueil. Mais Déborah, la vie est courte. L'orgueil a déjà coûté beaucoup à cette famille. Veux-tu vraiment laisser ça t'empêcher de faire la paix avant qu'il ne soit trop tard ? Ces mots restèrent dans mon esprit bien après son départ. Cette nuit-là,
je me surpris à regarder de vieilles photos de famille que je gardais dans un tiroir de mon appartement. Des photos de mon père m'apprenant à nager dans la piscine de l'hôtel. Mon 10e anniversaire fêté dans le restaurant de l'hôtel avec un gâteau préparé par le chef pâtissier. Ma remise de diplôme du lycée, mon père debout raide à mes côtés, son expression illisible, mais sa main posée légèrement sur mon épaule. Après une nuit sans sommeil, je pris une décision. J'écrivis une lettre personnelle à mon père, non pas comme PDG d'Elegant Hotel Group, mais comme sa fille. J'écrivis sur mes premiers souvenirs du Chicago paradisien, sur les leçons que j'avais apprises en le regardant travailler, sur comment ces bases avaient façonné ma propre vision de l'hospitalité. J'y reconnus la douleur de notre éloignement et j'exprimai l'espoir que nous pourrions trouver un chemin avant qu'il ne soit trop tard. 2 semaines passèrent sans réponse. J'essayais de ne pas être déçu, sachant combien il serait difficile pour lui de mettre son orgueil de côté après tant d'années. Puis, un mardi matin, mon assistante m'informa que Thomas Marshall était dans le hall et demandait à me voir. Mon père paraissait plus petit que dans mon souvenir. Sa silhouette autrefois imposante était diminuée par l'âge et la maladie. Mais ses yeux restaient aussi vifs que toujours tandis qu'il observait mon vaste bureau, les récompenses accrochées au mur, la vue de Manhattan à travers les grandes fenêtres. « Mais tu as un sacré setup ici », dit-il d'une voix rauque, mais sans la colère à laquelle je m'étais habitué. « Tu veux une visite ?» proposai-je, essayant de garder un ton léger malgré les émotions en moi. Il acquiesça et je lui montrai le siège social, lui présentant les membres clés de l'équipe, lui expliquant notre centre de contrôle où nous suivions en temps réel les 30 propriétés, ainsi que notre studio de design où nous développions des concepts pour de nouveaux hôtels et rénovations. De retour dans mon bureau, il s'arrêta devant une grande photo de la réouverture de 200 Vergue. « Tu as fait du bon travail avec l'ancien endroit », dit-il à voix basse. « Mieux que ce que nous aurions pu faire nous-mêmes. » Venant de mon père, c'était une admission extraordinaire. « Merci », répondis-je simplement, ne voulant pas trop appuyer sur ce moment fragile. « Je me suis trompé, Déborah », continua-t-il, regardant encore la photo plutôt que moi. « Trompé sur beaucoup de choses. Trompé de rejeter tes idées. Trompé de favoriser Patrick juste parce que c'était mon fils. Trompé de me battre contre toi alors qu'en réalité tu étais en train de sauver tout ce que nous avions construit. » Je restais silencieuse à ses côtés, peinant à croire ce que j'entendais. J'étais tellement absorbé par ma façon de faire, celle que mon père m'avait enseignée, que je n'ai pas vu que le monde changeait. Quand j'ai enfin compris que nous étions en difficulté, il était trop tard, et mon orgueil m'empêchait d'admettre que tu avais eu raison depuis le début. Il se tourna enfin vers moi, les yeux humides. « Je ne te demande pas pardon, Déborah. Ce que j'ai fait, la façon dont je t'ai traité, ce n'est pas quelque chose qui se pardonne facilement. Mais je voulais que tu saches, avant qu'il ne soit trop tard, que maintenant je vois ce que tu as accompli, et j'en suis fier. Tellement fier que ça fait mal, parce que je sais que je n'ai eu aucune part dans ton succès, que tu as tout réalisé malgré moi, pas grâce à moi. » Les mots que j'avais attendus des décennies. Non seulement la reconnaissance de mon succès, mais aussi la reconnaissance des obstacles qu'il avait lui-même placés sur mon chemin. C'était plus de lucidité que je n'avais jamais espéré de mon père. « Tu y as eu une part, dis-je, me surprenant moi-même en parlant ainsi. À toutes ces années à t'observer travailler, à voir ton souci du détail, ton exigence de qualité, même quand il aurait été plus facile de faire des raccourcis, ça aussi, ça m'a façonné. Les bases étaient là, même si nous avons construit des structures très différentes dessus. Nous avons parlé pendant des heures ce jour-là, commençant lentement à reconstruire une relation brisée depuis si longtemps. Ce n'était pas une réconciliation instantanée, pas de scène hollywoodienne pleine de larmes et de câlins, mais une exploration prudente et hésitante de la possibilité de redevenir une famille malgré tout ce qui s'était passé. Mon père vécut encore 18 mois, assez longtemps pour voir l'ouverture de notre propriété à Londres, rencontrer certains de ses arrière-petits-neveux qui travaillaient dans l'entreprise, et développer avec moi une relation cordiale, même si un peu formelle. Patrick resta distant, mais cessa de m'attaquer moi ou l'entreprise, ce qui était déjà un progrès. Cette expérience m'a appris des leçons que je garde encore chaque jour. J'appris que parfois, ceux qui devraient croire le plus en toi sont ceux qui en sont les moins capables non pas à cause de tes limites, mais des leurs. J'appris que le succès est la meilleure réponse au doute, mais qu'il ne changera pas toujours les esprits obscurcis par l'orgueil ou la pensée figée. Surtout, j'appris qu'établir des limites n'est pas seulement un acte d'autoprotection, mais une affirmation de sa propre valeur. Quand j'ai appelé la sécurité et annulé l'accès VIP de mon père, quand sa carte a clignoté rouge à l'entrée du salon exécutif,
je ne protégeais pas seulement mon entreprise. Je déclarais que je méritais du respect, autant comme professionnel que comme personne. Aujourd'hui, Elugan Hotel Group continue de croître et de prospérer. De Sanvergue reste notre propriété phare du Midwest, un témoignage du pouvoir de la transformation et du renouveau. Ma mère, désormais septuagénaire, siège comme membre honoraire du conseil et mentor pour les jeunes femmes entrant dans l'industrie hôtelière. En son honneur, j'ai créé la bourse Margaret Marshall pour les femmes en hôtellerie, offrant éducation et opportunités de stage à des jeunes femmes aux ressources limitées mais au potentiel illimité. Chaque année, je raconte mon histoire aux jeunes boursières, non pas pour insister sur les obstacles que j'ai rencontrés, mais pour souligner que leur chemin ne sera peut-être pas facile ni direct, mais que la persévérance et la confiance en elles peuvent surmonter même les rejets les plus personnels. Parfois, les portes que d'autres te ferment au nez deviennent la raison même pour laquelle tu construis ta propre maison, avec tes propres portes, tes propres clés et tes propres règles sur qui peut entrer. Le rejet qui m'avait autrefois causé tant de douleur est devenu le catalyseur pour créer quelque chose de bien plus grand que ce que j'aurais pu bâtir si mon chemin avait été plus simple. Si un jour tu as été sous-estimé, rejeté ou exclu par les mêmes personnes qui auraient dû te soutenir, sache que leurs limites ne définissent pas ton potentiel. Leurs portes fermées ne déterminent pas ton destin. Tu peux construire ton propre empire, un endroit où non seulement tu as ta place, mais où c'est toi qui fixes les règles. Est-ce que quelqu'un t'a déjà sous-estimé, juste pour qu'au final tu lui prouves qu'il avait tort? Partage ton histoire dans les commentaires ci-dessous. Et si ce message résonne en toi, mets un like, abonne-toi et partage-le avec quelqu'un qui a peut-être besoin d'entendre que le rejet peut être le début de quelque chose d'extraordinaire, et non la fin de son histoire. Merci d'avoir écouté et rappelle-toi, parfois, quand une porte se ferme, tu ne trouves pas seulement une autre porte, tu construis toute une chaîne d'hôtels par toi-même.